Merci beaucoup au docteur Isabelle Aknin de nous permettre de faire notre topo qui vient à point dans cette discussion. Tu peux parler là? Voilà. Oui. Et qui va rentrer dans cette question, dans ta question, Catherine. Comment faire pour prévenir cette inflammation, ne pas être piégé? Que demander aux patients? Que faire à la lampe à fente? Et on a fait une fiche pratique. À toi, Federico. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis le docteur Maestri, je travaille à la Pitié-Salpêtrière dans le service du professeur Bodagui et je remercie le docteur Aknin de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet avec le docteur Fardeux également. Donc, on a fait une présentation qui est plus clinique que les précédentes. On a repris quand même quelques données de la littérature avec en particulier des études qui montrent finalement une non-infériorité du brolucizumab par rapport à l'aflibercept. Avec la possibilité d'espacer en treat and extend à 12 semaines dans près de entre 40 et 45% des cas avec le brolucizumab, contrairement à 20% en cas d'aflibercept. Et on voit en fait qu'au bout de 3 mois, globalement, le profil d'amélioration d'acuité visuelle et d'assèchement rétinien, il se stabilise et au cours du traitement par brolucizumab, finalement, au bout de 3 mois, on a quand même une efficacité qui se maintient. Donc sur l'autre penchant, pourquoi est-ce qu'on parle autant de cette molécule? C'est parce qu'elle est potentiellement plus inflammatoire que l'aflibercept. Et dans les études Princeps, on retrouve une inflammation qui est pratiquement 10 fois supérieure à l'aflibercept, entre 4 et 8%, avec des inflammations intraoculaires donc de cet ordre-là, mais qui ne sont pas toujours sévères et qui sont graves lorsque elles conduisent à des vascularites rétiniennes dans environ 2% des cas, et puis surtout dans 0,7% des patients qui vont perdre 15 lettres d'acuité. Avec ici, du coup, une jolie iconographie d'inflammation intraoculaire. Donc, en termes de délai d'apparition de cette inflammation, et c'est là où c'est assez important, c'est que globalement, tous les patients qui sont injectés par brolucizumab vont développer une inflammation intraoculaire assez proche de l'injection, pardon. Donc, dans les analyses initiales, on avait environ 50% des patients qui présentaient une inflammation dans les 3 premiers mois et 75% des patients qui présentaient une inflammation dans les 6 premiers mois. Et puis finalement, dans des analyses, dans des études de vraie vie, on retrouve une inflammation qui apparaît globalement dans le premier mois suivant l'injection. Donc c'est très intéressant du coup de savoir que finalement, lorsqu'on injecte un patient, le dépistage de l'inflammation, il est dès le premier mois d'injection. Et donc c'est très important de revoir ces patients de façon très fréquente, et en particulier le mois suivant l'injection, pour dépister cette inflammation intraoculaire. Alors, quels sont les facteurs de risque de cette inflammation? Puisque, en plus de savoir à quel moment ils vont la développer, il y a peut-être des profils de patients qui vont développer davantage d'inflammation. Et finalement, le principal facteur de risque d'inflammation intraoculaire, c'est l'antécédent d'inflammation intraoculaire, qui est globalement ici, représenté ici, et qui se majore lorsque la personne est de sexe féminin. Mais par contre, le genre en soi n'est pas un facteur de risque de cette inflammation. Donc, on se retrouve avec un traitement qui a un effet positif, puisqu'il permet un espacement plus important et il n'est pas inférieur aux molécules que nous avons déjà dans notre arsenal thérapeutique. Mais sur l'autre versant, on a quand même des inflammations intraoculaires sévères dans 1% des cas, avec des risques qui sont très proches de la première injection. Donc du coup, tout l'intérêt de la prise en charge de ces patients lorsqu'on les injecte de brolucizumab, c'est de dépister les patients à risque et d'éviter de les injecter, mais également de surveiller de façon très importante les patients. Et donc du coup, on en vient à des recommandations françaises et internationales qui préconisent d'identifier les patients à risque tout d'abord, et puis ensuite d'informer les patients sur les symptômes qui doivent les faire consulter en urgence, et ensuite, du coup, en tant qu'ophtalmologiste, réaliser une surveillance mensuelle et éventuellement de demander des examens complémentaires. Donc là, on est un peu sur une partie un peu plus clinique. Donc tout d'abord, identifier les patients à risque, ça présuppose de leur demander s'ils ont un antécédent d'uvéite. Et parfois, c'est un peu difficile, mais il faut vraiment les questionner sur est-ce qu'ils ont déjà eu l'œil rouge douloureux, parce que parfois, les patients ne répondent pas forcément
lorsqu'on leur demande tout simplement s'ils ont un antécédent d'uvéite. Demandez aussi s'ils ont des antécédents de maladies systémiques, inflammatoires ou infectieuses qui pourraient prédisposer. Et surtout, récemment, avec l'avènement des nouvelles immunothérapies, demandez s'ils ont des traitements prédisposants. Et puis bien sûr, voir s'ils ont des antécédents d'occlusion vasculaire qui contre-indiquent. Secondairement, il faut informer les patients une fois qu'on les a injectés pour leur dire que si toutefois ils ont des symptômes, il faut qu'ils consultent en urgence. Et en particulier, ces symptômes, c'est des symptômes d'uvéite classique, donc l'œil rouge douloureux avec une baisse d'acuité visuelle qui en général quand même dure plus de 24 heures. Et puis deux symptômes qui sont vraiment majeurs dans l'inflammation intraoculaire, c'est les myodésopsies et les photopsies, puisque ça correspond à des stimulations, disons, par le processus inflammatoire de la rétine. Et une fois qu'ils sont informés, les surveiller mensuellement. Donc là, on a mis un peu d'iconographie. Donc ici, des séquelles d'uvéite antérieure avec des synéchies iridocristalliniennes et des précipités rétrocornéens ici en inférieur. Là, une jolie iconographie avec en particulier une atrophie choriorétinienne diffuse. Et ici, par exemple, en optose, c'est très intéressant parce que parfois, on peut faire des optoses un peu... pour vérifier le fondé n'est pas forcément facile, mais là, en fait, en optose, lorsqu'on regarde très bien, il y a des vascularites ici et ici. Donc ça, typiquement, c'est des signes qu'il faut vraiment veiller à rechercher de façon très précise chez ces patients. Ici, donc, des filaments vitréens évocateurs de hyalite, un petit œdème papillaire, et ici, du coup, des pigments pré-réflectifs avec un vitré et une hyaloïde postérieure qui est particulièrement épaissie, qui sont assez évocateurs d'un antécédent d'uvéite intermédiaire. Donc l'analyse, pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle soit absolument faite avec un fondé dilaté? C'est parce que l'examen du vitré, il est beaucoup plus précis lorsqu'on le réalise après dilatation, avec la possibilité de rechercher un tyndale du vitré antérieur, et puis des œufs de fourmi ou une banquise qui pourraient être un peu nichés en inférieur. Ça, c'était une étude qui était hyper intéressante, puisque on voit que parmi les patients qui présentent une uvéite après policizumab, contrairement à ceux qui n'ont pas d'uvéite, en fait, on retrouve un signe assez intéressant ici, avec des points hyperréflectifs pré-rétiniens, qui sont présents chez à peu près un peu plus de la moitié des patients. Et donc ça, par exemple, quand on va faire un OCT de suivi de DMLA, c'est hyper parlant, puisqu'on aura forcément accès à ce genre d'image. Donc ça, c'est une image qui doit alerter. Et enfin, donc, parmi les examens complémentaires, bien sûr, il y a l'angiographie à la fluorescéine. Donc ici, on a mis effectivement une vasculite occlusive, ici des vasculites segmentaires, et puis par ailleurs d'autres imageries d'inflammation intraoculaire. Donc finalement, docteur, est-ce que je vais être injecté Est-ce que vous avez des antécédents particuliers? Ah non, pas du tout, pas du tout. J'ai juste les yeux. Vous n'avez jamais eu l'œil rouge, douloureux, avec des baisses de vision? Pas du tout. Et est-ce que vous prenez des traitements particuliers? J'ai été traitée pour mon cancer du côlon. Il y avait des ganglions, donc on m'a donné des traitements modernes sous forme d'immunothérapie, mais c'est fini. Ça a duré 18 mois et maintenant ça va très bien, docteur. Ah oui, donc et vous avez jamais ressenti de sensation de corps flottant dans les yeux ou, Si, j'ai des corps flottants, docteur, mais c'est les mêmes depuis des années. Et est-ce que vous avez eu des photopsies? Est-ce que vous avez eu l'impression que vous aviez des flashs lumineux dans les yeux? Non, et puis la lumière ne me fait pas mal. Donc devant un patient comme ça, typiquement, qui a déjà une immunothérapie ou qui ressent des symptômes assez évocateurs, enfin potentiellement évocateurs d'uvéite, bien sûr, il faut réaliser un examen assez précis, donc on ne va pas revenir là-dessus puisqu'on les a déjà un peu vus. Mais vraiment réaliser ce fondé dilaté qui est vraiment indispensable. Et je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je vais être donc injectée, docteur, et quand est-ce que je reviens? Eh bien, absolument dans 1 mois. Ah. Comme ça, pour un examen alors, encore, ou pour l'injection directement? On fera l'examen et puis ensuite on verra si on réinjecte. Ah, vous allez voir mon fond d'œil. Ah oui. Okay. Merci docteur. Merci bien.